Hi guys! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver après je crois 2 petites semaines d'absence sur ma chaîne pour bien profiter des fêtes. Donc je voudrais tout d'abord vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez passé de super fêtes, évidemment une très bonne année à tous, de belles lectures, la santé et surtout prenez bien soin de vous, c'est toujours le plus important. Et voilà, je suis vraiment super contente de vous tourner cette vidéo parce que c'est toujours un événement à chaque début d'année de présenter ses lectures favorites de l'année passée. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres que j'ai vraiment aimé en 2020 et j'espère que l'année 2021 me réserve d'excellentes lectures également. J'ai déjà fait une lecture qui, on ne va pas se mentir, va finir dans le top 2021 pour sûr. Donc voilà, l'année commence sur les chapeaux de roue. J'en profite aussi pour vous montrer que j'ai tenu ma promesse dans l'unboxing cube puisque j'ai avec moi ici présent le thé Christmas thé vert de chez Daman que j'ai infusé et que je vais pouvoir siroter tout au long de la vidéo dans cette magnifique tasse. Voilà. Donc je vous dirai en direct ce que j'en pense. Hop, donc voilà, et ben écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour la première vidéo de cette année 2021. Et puis bah voilà, j'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux. On est bientôt 700 ici, voilà. Je sais pas, ça me paraît tellement surréaliste. Voilà, et en même temps c'est vous quoi qui vous abonnez, qui commentez et qui ramenez d'autres personnes également. Donc voilà, merci beaucoup à vous et j'espère que les vidéos continueront à vous plaire cette année. On va commencer tout de suite sans plus attendre avec le premier livre que j'ai lu cette année et qui a été un coup de cœur intersidéral. C'est un livre plein de poésie, plein de tendresse et en même temps extrêmement réaliste. Je vous ai bassiné et rebassiné avec tout le début d'année dernière quand je l'ai lu parce que vraiment je crois que j'ai rarement lu un livre qui soit aussi bien écrit. Oui, je crois que j'ai rarement lu un livre en fait qui conjugue aussi bien cet aspect en fait roman et poésie. Voilà, j'ai trouvé que c'était tout simplement excellent. Et il s'agit bien sûr de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Alors ce livre, il a une histoire un petit peu particulière puisque je l'ai découvert grâce à une de mes amies que j'aime énormément. Voilà, Anna, si tu vois cette vidéo, merci de me l'avoir offert. Voilà, elle a eu la gentillesse pour Noël de m'offrir un livre, Noël de l'année dernière. Et j'ai découvert du coup cette pépite incroyable grâce à elle. Elle m'a dit qu'elle pensait que ça allait me plaire et ça ne m'a pas plu, ça m'a subjuguée. Voilà, c'est tout simplement un livre à lire, un livre je pense qui est assez indispensable, qui tourne autour d'une histoire d'amour entre Eugène et Tatiana. Ça parle d'histoire d'amour manqué, voilà, de parfois les choses qui ne se font pas comme on voudrait et puis qui se font plus tard. Ouais, d'histoires d'amour manqué, puis de personnes qui se retrouvent. C'est un très beau livre. J'ai souligné beaucoup de passages. Du coup, ce que je vais faire, c'est vous lire un passage que j'aime vraiment bien, histoire que vous saisissiez un petit peu l'ambiance de ce livre qui est vraiment plein de tendresse, plein d'amour, plein de jolies leçons sur la vie et sur les relations amoureuses. Et voilà, c'est un livre que je ne pourrai jamais assez vous conseiller de lire. C'est un passage très court qui a lieu au début du livre, page 16 très précisément, lorsque Tatiana et Eugène donc se retrouvent 10 ans plus tard dans le métro, par hasard, complètement par hasard, et qu'ils ont envie de se dire des choses qu'ils n'osent pas dire, et du coup ils parlent de complètement autre chose en fait, parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à dire ces choses importantes qui
qui seraient un petit peu soit inappropriées, sachant que ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, soit un petit peu trop... Oui, c'est un petit peu trop direct. Du coup, on passe par du small talk très très basique. Et du coup, ce passage, c'est: ils ont des choses à se dire qu'ils n'arrivent pas à articuler. Alors ils en disent d'autres, mais qui peinent à cacher ce qui les préoccupe. Et je trouve que cette phrase, malgré le fait qu'elle soit courte, résume bien. En fait, je trouve que ce livre, il est plein de petits passages comme celui-ci, très intelligents, qui mettent des mots sur des choses qu'on fait tous quand on est face à quelqu'un qu'on aime. Du coup voilà, je crois que l'adjectif que j'ai le plus utilisé concernant ce livre, c'est qu'il est très juste. Et je trouve que ça lui convient toujours bien. C'est un livre très juste. Il est beau, mais il est absolument pas niais. Et voilà, c'est juste un chef-d'œuvre. Voilà, Clémentine Beauvais... Je vous tire mon chapeau. Voilà, c'est juste exceptionnel. S'il y a vraiment un livre, allez, je vous en dirai un deuxième, mais vraiment ça c'est un des deux de toute la liste. Si vous devez en sélectionner que deux, prenez celui-ci. Il est vraiment incroyable. Et il y en a un autre que je vais vous présenter après où je vous dirai que c'est le deuxième qui vraiment m'a transportée. Donc voilà, c'était spectaculaire. Ensuite, le deuxième livre qui a marqué mon année 2020, c'est un livre qui a fait du bruit et un vacarme assourdissant dans le monde de la littérature. C'est Le Bal des Folles de Victoria Mass. Le Bal des Folles de Victoria Mass, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui, ma foi, a énormément d'esprit dans un Paris... qui n'est pas forcément prêt à accueillir les réflexions et les pensées des jeunes femmes. Ça se passe à l'époque où il y a l'hôpital de la Salpêtrière dans laquelle on enferme les femmes dites hystériques. Je trouve juste que Victoria Mass, donc c'est un premier roman, je sais même pas comment vous décrire ce livre. C'est un extraterrestre ce livre, c'est juste, c'est transposer ses problématiques et ses réflexions dans notre monde moderne en fait, parce que finalement tout ce qu'elle dit résonne encore aujourd'hui et je trouve ça juste fou de voir ses réflexions à propos de l'hystérie, de comment dès qu'une femme était dite dérangeante, que ce soit une maîtresse, que ce soit une femme qui avait des avis, une femme qui refusait de se marier, une femme qui se posait des questions tout simplement, à quel point on la catégorisait d'hystérique et on l'enfermait dans des hôpitaux comme la Salpêtrière et on les laissait juste plus jamais sortir de leur vie, et tout ça évidemment exécuté en grande majorité par des hommes. Et c'est juste en fait effrayant de réalité, et je trouve que du coup c'est très intéressant tout ce qui parle de l'hystérie, autour de la folie en fait qu'on attribue aux femmes dès qu'elles sont un petit peu trop bruyantes, un petit peu trop expressives. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai adoré suivre l'héroïne qui je trouvais vraiment d'une grande intelligence, d'une grande perspicacité, qui est très intelligente, très agréable à suivre. Il y a beaucoup de notions aussi sur les violences domestiques, avec notamment un des personnages qui s'appelle Thérèse. Voilà, de ce qu'on est prêt à accepter par amour, voilà, et jusqu'où ça pouvait justement emmener les femmes à cette époque, et à quel point toutes les réflexions et toute l'intelligence qu'on pouvait montrer pouvaient nous coûter très cher. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui ne vieillira jamais et qui aura toujours des choses à vous apprendre. C'est un livre absolument incroyable, il a fait... un bon nombre de ventes. Voilà, c'est un succès phénoménal. Donc je vous conseille vraiment d'aller le lire, il vaut clairement le détour. Il porte extrêmement bien son titre parce qu'en fait, une fois par an, la Salpêtrière organise un bal, le Bal des Folles. Et il y a voilà, plusieurs personnalités, beaucoup de personnes au niveau de l'aristocratie et tout ça qui viennent participer à ce bal pour voir les folles justement. Et ouais, c'est juste effarant. Il y a le personnage de Louise qui est un personnage extrêmement touchant auquel on s'attache énormément. C'est... ouais. On parle aussi beaucoup du docteur Charcot, de ses expériences sur les femmes hystériques, etc. Donc voilà, c'est un livre qui n'a
jamais fini de parler et de dire des choses très intéressantes. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller le lire si vous êtes intéressé par le féminisme, par l'intelligence et le mythe aussi, hein, voilà, de l'hystérie et de la folie associée aux femmes. Voilà, c'est vraiment très intéressant, c'est brillant comme livre, donc voilà, je vous le conseille du fond du cœur. La troisième lecture que j'ai faite cette année et qui m'a beaucoup marqué, c'est le tome 5 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Et celui-ci c'est La sœur de la lune, qui parle donc de l'avant-dernière sœur, donc l'avant-dernière plus jeune, qui s'appelle Tyjet ou Tiggy. Et si vous ne me suivez pas depuis particulièrement longtemps, vraiment désolée pour ceux que je bassine jour et nuit avec la saga des 7 sœurs, mais du coup je vais refaire un pitch parce que je peux un petit peu vous dévoiler du tome 5, mais c'est une saga en 7 tomes. Donc je ne peux absolument pas vous résumer voilà, le tome 5, sinon ça va vraiment tout vous spoiler. Mais en gros, l'histoire des 7 sœurs, donc comme elle est présentée dans le tome 1 qui s'appelle Maya, c'est tout simplement l'histoire de 7 sœurs qui ont été adoptées aux 4 coins du monde par un riche homme d'affaires en Suisse. Elles ont vécu en Suisse, elles ont grandi là-bas. Et en fait, un beau jour, leur père adoptif décède malheureusement. Et donc elles se retrouvent voilà, pour donc avoir accès au testament, etc. Et en fait, dans le testament, elles vont s'apercevoir qu'elles vont recevoir chacune d'elles une lettre avec donc un mot de leur père, un objet et des coordonnées géographiques, longitude, latitude, d'où est-ce qu'il les a trouvées. Donc chaque tome, il y en a 7 évidemment, un pour chaque sœur, raconte l'histoire d'une des sœurs qui part à la quête de son identité, d'où est-ce qu'elle est née. Et c'est juste passionnant. Si vous aimez les romans historiques et les romans d'aventure, c'est un parfait mélange des deux. C'est juste incroyablement bien écrit. Dans chaque pays où on va, il y a vraiment un gros contexte historique. On repasse un peu les ancêtres en fait de la personne pendant ces guerres-là. Par exemple dans ce tome-ci, je vais juste vous spoiler un petit truc, donc si jamais vous voulez les lire, passez ce passage, j'en ai pour une dizaine de secondes. On va aller en Espagne et on va avoir affaire à la guerre entre les nationalistes et les républicains. On va avoir droit à la guerre civile, voilà, à l'arrivée de Franco, etc., au chaos que ça va provoquer en Espagne. On parle aussi beaucoup de la discrimination de la communauté gitane en Espagne. C'est très intéressant, c'est plein de flamenco, si vous êtes branché aussi un petit peu aromathérapie, etc., voilà, tous ces trucs un petit peu mystiques. On a affaire à Tiggy qui est très sensible, qui aime énormément les animaux, qui veut guérir les animaux, qui veut en faire son métier. C'est juste passionnant, c'est magnifique. On est vraiment immergé en Espagne et d'abord en Écosse pour la première partie. Donc c'est vraiment incroyable. Je vous conseillerais jamais assez la saga des 7 sœurs qui se termine d'ailleurs bientôt avec le tome sur la sœur manquante, Mérope, puisqu'il y a une des sœurs. On apprend directement que cette sœur-là manque. La 7e sœur, Mérope, n'est jamais arrivée à la maison. Donc il n'y a que 6 des sœurs qui ont grandi toutes ensemble. Donc voilà, je sais pas, j'adore cette saga. Je trouve que tout est bien fait, c'est bien écrit, le contexte historique est incroyable. À chaque fois on est immergé dans chacun des pays. C'est juste fantastique. Je vous conseille vraiment de lire la saga des 7 sœurs. Elle est incroyable. Et en plus, regardez-moi cette couverture du tome 5. C'est juste incroyable. Donc voilà, petite postée. Ah, déjà l'odeur. L'odeur est assez particulière, ça sent un petit peu la pâte à modeler. Je sais pas si vous voyez l'odeur. Oui. C'est très léger. J'ai fait le vert, j'ai pas fait le noir parce qu'ils en ont 2 de Christmas Tea. Ils en ont un au thé vert et un au thé noir. Écoutez, c'est plutôt léger. Le goût est beaucoup plus léger que ce que ça sent.
Donc c'est très très bien, voilà. C'est assez léger, je l'achèterai pas personnellement, mais une tasse comme ça c'est très bon. Donc voilà, je suis contente de l'avoir reçu dans la Box Cube. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir l'unboxing de la Box Cube et que vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller chercher sur ma chaîne. Voilà. La vidéo publiée juste avant celle-ci, c'était une très très chouette expérience, donc voilà, je pense que j'en recommanderai une à un moment donné. Donc ensuite on passe à l'avant-dernier livre. Et il s'agit de The Bluest Eye de Toni Morrison. Si vous ne connaissez pas, L'œil le plus bleu, c'est un des romans, si ce n'est le roman le plus connu de Toni Morrison, qui est une écrivaine incroyable, qui plus est une écrivaine noire, ce qui, ma foi, en littérature, les personnes non blanches sont extrêmement rares. Qui plus est si c'est une femme. Donc je suis juste ravie d'avoir enfin lu quelque chose de Toni Morrison. J'ai 2-3 livres dans ma wishlist encore d'elle. Et comment vous dire ça, c'est le deuxième livre que je vous conseille absolument si vous en avez juste 2 à retenir de cette liste. Songe à la douceur et The Bluest Eye. Je l'ai lu donc en anglais. Et comment dire ça, j'ai pris une claque monumentale en lisant ce livre. Je sais même pas comment expliquer ça. Ça parle d'identité, de couleur de peau, de racisme, de l'enfance qu'on a quand on n'est pas blanche, quand on ne correspond pas au modèle de beauté qu'on nous montre absolument partout. Et c'est juste saisissant parce que vous avez cette petite fille qui fait des vœux, en fait, qui prie pour avoir les yeux bleus. Elle veut à tout prix avoir les yeux bleus parce qu'elle pense que elle est laide, parce que c'est une petite fille noire. Et tout le monde lui fait comprendre clairement qu'elle est laide. Même en cours, les professeurs ne l'interrogent pas. Ils font comme si elle n'existait pas. C'est très dur à lire, c'est très très dur à lire, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Qui plus est, si vous n'êtes pas une personne de couleur, je vous conseille vraiment de lire ce livre parce qu'il est juste nécessaire pour se rendre compte de l'impact qu'a le racisme sur des enfants. Dès petite, en fait, elle reçoit cette poupée et juste elle ne comprend pas pourquoi tout le monde trouve cette poupée magnifique. En fait, elle ne comprend pas et surtout elle ne voit pas du tout la ressemblance avec elle parce que cette poupée est blanche, blonde, aux yeux bleus. Et elle, c'est une petite fille noire, donc à la peau noire et aux cheveux noirs, aux yeux marrons très foncés. Donc vraiment, cette poupée n'a rien qui lui ressemble. Et je sais pas, je trouve que ce roman arrive vraiment, vraiment parfaitement à nous mettre à la place de cette petite fille qui juste arrive dans un monde où il n'y a pas de place pour elle, où il n'y a pas de représentation d'elle. Et c'est juste terrible parce qu'on suit en parallèle une petite fille et 2 sœurs. Et en fait, l'une des petites filles vraiment a une vie mais atroce. Et voilà, ça parle d'abus, ça parle de vraiment de beaucoup de sujets très très durs. C'était très difficile à lire. Mais voilà, ça parle aussi beaucoup de pauvreté. Et je sais pas, j'ai pris une énorme claque. Je trouve que ça remet bien au centre de nos préoccupations ces problèmes de racisme qui sont persistants et qui sont dévastateurs, notamment sur les enfants. Parce que voilà, dès qu'ils ont... Je sais pas comment dire ça, autrement qu'ils ont à peine pris leur première bouffée d'air, qu'on leur fait déjà comprendre qu'il n'y a pas de place pour eux et qu'ils ne correspondent pas aux normes, en fait, ils ne correspondent pas à ce qu'on attend d'un enfant et d'un être humain, et c'est terrible.
Et c'était vraiment un des plus beaux livres, mais un des plus difficiles que j'ai jamais lu. C'était très prenant, mais c'était excellentissime, c'était captivant. Je pense que je le relirai parce que ça n'a pas fini. C'est pareil que le bal des folles en fait, mais ça traite d'une thématique différente. C'est ce genre de livre qui n'a pas fini d'avoir des choses à dire et d'être apte à instruire les gens sur ce genre de problèmes et de thématiques. Donc voilà, The Bluest Eye, un des meilleurs livres que j'ai lus de ma vie, je pense. Donc voilà. Voilà, Toni Morrison est décédée il y a peu malheureusement, mais voilà. C'était une grande dame qui a fait de grandes choses et The Bluest Eye en fait partie. C'est un livre nécessaire, voilà, vraiment. C'est vraiment le mot pour ce livre, il est nécessaire. Ensuite, on va passer au dernier livre de ce top 5 que je suis ravie de vous présenter parce qu'il parle d'une des thématiques que j'aime le plus et qui m'inspire le plus ces derniers temps, enfin depuis 1 ou 2 ans, puisque dans mon top de 2019, il y avait déjà un livre qui parlait de cette thématique-là. Je vous laisse un petit peu dans le suspense, je bois mon thé. Toulouloum, roulement de tambour. Je vous présente Sorcière, la grande chasse. C'est un essai écrit par Ludovic, alors je pense que ça se dit Viaillet, et c'est publié chez Armand Collin. C'est un essai incroyable. Si jamais vous avez lu sur mes conseils ou pas Sorcière de Mona Chollet, je vous conseille vraiment de lire Sorcière, la grande chasse de Ludovic Viaillet parce que c'est un essai qui, je dirais que l'essai de Mona Chollet s'ancre plus dans notre monde moderne à nous et comment la chasse aux sorcières l'a influencé. Et je dirais que Ludovic Viaillet, lui, se concentre plus sur les origines et les fondements de la chasse aux sorcières et sur en fait pourquoi ça a commencé, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Ça démonte aussi certains mythes, ça démonte le mythe de l'Inquisition notamment, puisque la plupart des personnes qui ont condamné n'étaient pas, ne faisaient pas partie de l'Inquisition, mais bien soit de l'église traditionnelle, soit c'était vraiment des tribunaux, donc censés être laïques. Mais bon, comme il y avait une dominance chrétienne à l'époque, c'était très compliqué. Ça démonte plein de choses. Ça montre à quel point à un moment il y a eu un switch en fait qui s'est effectué entre la figure de la sainte, puisqu'à un moment c'était vraiment très répandu qu'il y ait des femmes notamment qui disent voilà qu'elles avaient des visions, des révélations, qu'elles entendaient Dieu, etc. Et comment à un moment on a effectué ce switch de il n'y a plus la figure de la sainte, ça passe à la figure de la sorcière. Il faut la brûler, il faut s'en débarrasser à tout prix. On voit également la politique de l'aveu, comment est-ce qu'on a torturé des gens en leur faisant des trucs absolument abominables pour leur faire dire absolument ce qu'on voulait. Donc voilà, je trouve que ça aborde certains points totalement clés en fait de l'histoire. Ça explique beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose encore une fois qui je trouve est important. Je trouve que c'est primordial de s'éduquer sur ce genre d'événements en fait historiques. C'est clairement un des plus grands génocides voilà, de l'histoire de la Renaissance, puisque on attribue souvent la chasse aux sorcières au Moyen-Âge à tort, puisque la plus grosse partie de la chasse aux sorcières s'est déroulée en cette période un petit peu de progrès en fait scientifique, culturel, qui était la Renaissance, et pas du tout durant cette période sombre et qu'on associe souvent à une régression qu'est le Moyen-Âge. Mais voilà, c'est fou de se rendre compte qu'un des plus gros génocides de l'histoire a eu lieu durant la Renaissance. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille à 1000% l'essai de Ludovic Viaillet. L'essai n'est pas donné, il coûte 23 €, mais il en vaut vraiment vraiment la peine. C'est le livre que j'ai terminé tout juste sur le gong de l'année 2020. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir terminé l'année avec ce livre qui est vraiment incroyable et la couverture est magnifique. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille à 1000% de lire Sorcière de Ludovic Viaillet. C'était une très très bonne lecture, c'est très accessible aussi également. Si jamais vous avez peur un petit peu voilà, des essais, si ça vous impressionne un petit peu, peut-être Mona Chollet d'abord, et si jamais ça vous plaît,
Sorcière de Ludovic Viaillet. Donc voilà, une très bonne lecture puisqu'elle est dans ce top 5. Je suis très contente d'avoir pu m'instruire encore davantage sur ce sujet. Et voilà, bah écoutez, c'est déjà tout pour ce top 5 de mon année 2020. J'espère que vous aurez pioché quelques lectures qui pourront vous plaire. C'est un top 5 très éclectique. Voilà, on a un essai, un roman qui parle de racisme, on a un roman historique slash d'aventure, voilà, quelque chose de très léger. On a Le Bal des Folles qui est un roman qui parle un peu d'hystérie et qui reste, voilà, somme toute une lecture qui interpelle mais qui est faite d'une manière assez légère, c'est pas un essai. Et on a Songe à la douceur où on est carrément sur un roman écrit en vers. Donc voilà, on est carrément sur de la poésie, quelque chose d'assez voilà, dans le romantisme. Donc voilà, vous avez quelque chose d'assez éclectique mais qui représente assez bien, je trouve, ce que j'aime lire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites idées de lecture. Je vous fais en tout cas de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!